J'avais 23 ans quand j'ai compris que parfois, les pires moments de notre vie sont en réalité des cadeaux déguisés. Mon nom, c'est Camille, et ce que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire vraie, un témoignage qui a complètement bouleversé ma vie. C'est l'histoire de comment un Noël passé seul, rejeté par ma propre famille, s'est transformé en le point de virada en sua vida le plus inattendu que j'aurais pu imaginer. Parce que, franchement, qui aurait cru qu'un simple testament pouvait tout changer? Vous savez, on grandit tous avec cette image idéale du Noël en famille. La dinde qui cuit dans le four, les enfants qui courent partout, le sapin illuminé, les rires, les cadeaux. Bah moi, j'ai eu droit à un Noël dans un studio de 18 mètres carrés à Montreuil, avec pour seule compagnie un paquet de pâtes et une série Netflix. Et croyez-moi, c'était pas un choix. C'était le résultat d'une série de décisions que ma mère avait prises, des décisions qui m'avaient littéralement expulsé de sa vie. Mais avant de vous raconter ce momento decisivo, laissez-moi revenir en arrière. Parce que cette narrativa, elle commence bien avant ce Noël glacial de 2019. J'ai grandi à Bordeaux, dans une famille qui de l'extérieur avait l'air plutôt normale. Mon père était mort quand j'avais 7 ans. D'un cancer foudroyant qui nous avait tous pris par surprise. Ma mère, Catherine, s'était retrouvée seule avec 3 enfants. Moi, mon frère aîné Thomas et ma petite sœur Léa. Du jour au lendemain, elle avait dû gérer l'appartement, les factures, notre éducation. Et franchement, au début, elle s'en sortait plutôt bien. Mais voilà, les années ont passé et ma mère a commencé à changer. Elle s'est remise avec un homme, Philippe, un type qui travaillait dans l'immobilier et qui avait ce sourire un peu trop parfait. Tu vois le genre? Au début, on était content pour elle. Elle méritait d'être heureuse après tout ce qu'elle avait traversé. Mais très vite, Philippe a commencé à s'immiscer dans nos vies d'une manière, comment dire, toxique. Il y avait des opinions sur tout. Sur mes études, sur mes choix, sur mes amis. Et ma mère, qui avant était plutôt du genre à nous défendre, s'est mise à prendre systématiquement son parti. C'est ouf à quel point l'amour peut rendre aveugle, non? Les émotions profondes qu'elle ressentait pour cet homme ont complètement éclipsé son instinct maternel. Le vrai drame a commencé quand j'ai eu 22 ans. J'étais en master de communication à Paris, je bossais à mi-temps dans un café pour payer mon loyer, et je me débrouillais comme je pouvais. Je touchais l'APL, environ 150 € par mois, ce qui aidait un peu. Ma mère me versait aussi 200 € tous les mois. Une aide qui venait de l'héritage que mon père avait laissé. Pas grand-chose, mais c'était crucial pour moi. Un jour, en octobre, elle m'a appelée. Sa voix était froide, distante. « Camille, il faut qu'on parle de ton aide financière. Philippe et moi, on a réfléchi et on pense que tu es assez grande maintenant pour te débrouiller seule. À partir du mois prochain, tu ne recevras plus rien. » Mon Dieu du ciel, j'ai cru que mon cœur s'arrêtait. Quoi? Mais maman, tu sais très bien que j'en ai besoin. Comment je vais faire pour payer mon loyer, mes études, tout? Tu trouveras un travail à plein temps. Ou tu arrêtes tes études. D'ailleurs, Philippe dit que ton master en communication, c'est du vent. Que tu ferais mieux d'apprendre un vrai métier. Voilà, c'était dit. Philippe avait décidé que mes rêves ne valaient rien, et ma mère avait validé. Cette décision courageuse de me couper les vivres n'était pas modèle, j'en étais certaine. C'était lui qui tirait les ficelles. J'ai essayé de négocier, de pleurer, de la raisonner. Rien n'y faisait. C'est comme ça, Camille. Tu dois apprendre la vraie vie. La vraie vie? Comme si vivre avec 200 € de moins allait m'apprendre quoi que ce soit d'autre que la galère. Les semaines suivantes ont été un cauchemar. J'ai dû trouver un deuxième job, du babysitting le soir et les week-ends. Je dormais 4 à 5 heures par nuit. Mes notes ont commencé à chuter. Je mangeais des pâtes presque tous les jours. Du coup, j'ai perdu du poids, mes cheveux sont devenus ternes, j'avais des cernes permanents. Mais le pire, c'était le sentiment d'abandon. Ma propre mère m'avait tourné le dos. Thomas, mon frère, essayait de m'aider quand il le pouvait. Il me glissait 50 € de temps en temps en cachette. « Fais gaffe, si maman apprend que je t'aide, elle va péter un câble, me disait-il. Oui, elle était devenue ce genre de personne. Une femme qui interdisait à ses propres enfants de s'entraider. Et puis, novembre est arrivé. Et avec lui, une nouvelle qui allait tout aggraver.
Ma mère m'a envoyé un SMS. Même pas un appel. Un putain de SMS. Cette année, Noël sera juste pour nous. Philippe, moi, Thomas, Léa et les parents de Philippe. Tu n'es pas invité. On pense que tu as besoin de réfléchir à tes choix. Janté, j'ai relu ce message au moins 20 fois. Je n'arrivais pas à y croire. Elle me rejetait complètement. Pour Noël, le moment censé être le plus familial de l'année. Ces cuissons de vie étaient brutales. Quand quelqu'un décide de vous exclure, ils trouvent toujours une façon de justifier leur cruauté. J'ai pleuré pendant des jours. J'ai appelé Léa, ma petite sœur, qui avait alors 16 ans. Elle était en larmes aussi. Je suis tellement désolée, Camille. J'ai essayé de convaincre maman, mais elle ne veut rien entendre. Philippe lui a mis dans la tête que tu étais une mauvaise influence. Bon, mauvaise influence. Moi, parce que je voulais finir mes études et avoir une carrière. C'est dingue, non? Du coup, j'ai passé Noël seul, complètement seul. Thomas était obligé d'aller chez maman, sinon il risquait de se faire couper aussi. Le 24 décembre, au soir, je me suis fait des pâtes carbonara, j'ai ouvert une petite bouteille de vin à 3 € de chez Carrefour et j'ai regardé Love Actually en pleurant comme une idiote. Je me sentais tellement rejetée, tellement insignifiante. Je me demandais ce que j'avais fait de mal pour mériter ça. Cette nuit-là, allongée sur mon canapé limiteux, j'ai pris une escalade difficile. Je me suis dit, Camille, tu ne peux compter sur personne d'autre que toi-même. Si tu veux t'en sortir, si tu veux avoir une vie digne, tu dois tout changer, dès maintenant. J'avais lu quelque part que les crises sont souvent des opportunités déguisées. Ben, franchement, sur le moment, j'avais du mal à voir l'opportunité. Mais j'ai décidé de faire confiance à ce principe. C'était mon despertar financier, même si je ne le savais pas encore. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous et activez la cloche, parce que les prochaines pourraient bien changer votre rapport à l'argent. Le lendemain de Noël, j'ai commencé à faire des recherches, obsessionnellement. Je voulais comprendre comment les gens qui partent de rien arrivent à construire quelque chose. J'ai découvert des livres comme Père riche, Père pauvre, que j'ai emprunté à la bibliothèque. J'ai regardé des centaines de vidéos YouTube sur les finances personnelles, l'investissement, l'épargne. Et surtout, j'ai compris une chose fondamentale. L'argent, ce n'est pas sale, c'est un outil de liberté. J'ai ouvert un compte sur Boursorama, une banque en ligne sans frais. J'ai téléchargé Linkso pour suivre toutes mes dépenses à la virgule près. Franchement, quand j'ai vu que je claquais 40 € par mois en petit café à emporter, j'ai failli tomber de ma chaise. 40 €! C'était presque une semaine de course. J'ai appliqué la méthode des enveloppes budgétaires. Tu vois, cette vieille technique où tu divises ton argent en catégories. Loyer, nourriture, transport, loisirs. Et j'ai été impitoyable. Plus de sorties au resto, plus de fringues neuves. Juste le strict nécessaire. Mais surtout, j'ai commencé à épargner. Même si c'était ridicule au début, 20 ou 30 € par mois. Je les mettais sur mon livret A à la caisse d'épargne. Ce n'était pas grand-chose, mais psychologiquement, c'était énorme. Je reprenais le contrôle. Cette jornada de vida vers l'autonomie financière avait commencé. Les mois ont passé. J'ai terminé mon master avec mention bien, malgré tout. J'ai trouvé un stage dans une agence de communication à Paris, qui s'est transformé en CDI 6 mois plus tard. Mon salaire de départ était de 1800 € net. Pas énorme, mais pour moi, c'était le jackpot. Pendant tout ce temps, ma mère ne m'a pas contacté une seule fois. Pas un message, pas un appel. Rien. Thomas me donnait des nouvelles de temps en temps. Apparemment, tout allait merveilleusement bien chez eux. Philippe avait convaincu ma mère d'investir dans un de ses projets immobiliers. Elle avait mis une grosse partie de ses économies là-dedans. Point 2. En 2021, 2 ans après ce Noël horrible, j'avais économisé près de 10 000 €. Oui, 10 000 €, avec un salaire modeste. Comment? En vivant en dessous de mes moyens, en refusant toute dépense inutile, en prenant systématiquement mon déjeuner de chez moi au bureau. Les collègues se moquaient un peu de moi, mais franchement, je m'en foutais. J'avais un objectif.
J'ai ouvert un PEA chez Boursorama et j'ai commencé à investir dans des ETF. Ces fonds qui répliquent la performance d'un indice boursier. J'ai mis de l'argent sur le CAC 40, sur des ETF World. Rien de fancy, hein. Juste des investissements solides et diversifiés. J'ai aussi acheté quelques actions LVMH et Total Energy, parce que ce sont des entreprises françaises solides. La bourse montait, descendait, remontait. Mais moi, je ne touchais à rien. J'appliquais la stratégie du buy and hold, acheter et garder sur le long terme. Pas de panique, pas de vente impulsive. Et vous savez quoi? Ça marchait. Mon petit capital grandissait doucement mais sûrement. En 2022, j'ai été promu chef de projet dans mon agence. Mon salaire est passé à 2300 € net. J'ai augmenté mon taux d'épargne. Je mettais désormais 700 € par mois de côté. 700 €. 3 ans plus tôt, je galérais à payer mon loyer. Mais le vrai destino, la vraie révélation, est arrivé en janvier 2023. Un matin, je reçois un appel d'un notaire de Bordeaux, Maître Dubois. Sa voix était grave, professionnelle. « Mademoiselle Mercier, je vous appelle au sujet du testament de votre grand-père maternel, Monsieur Henri Blanchard. » Mon grand-père, Henri, je l'avais pas beaucoup connu. Il était mort quand j'avais 15 ans. Un homme discret, qui avait travaillé toute sa vie comme comptable. Il habitait une petite maison à Arcachon, près du bassin. Je me souvenais de lui comme quelqu'un de gentil mais distant, qui parlait peu mais observait beaucoup. Son testament? Mais ça fait presque 10 ans qu'il est décédé, non? En effet. Mais il y avait des clauses spécifiques dans son testament qui ne devaient être révélées qu'à certaines conditions. L'une de ces conditions vient d'être remplie. Pouvez-vous venir à mon étude la semaine prochaine? C'est important. Oyaso. J'étais intriguée mais aussi méfiante. Un testament après 10 ans? Des clauses mystérieuses? Ça sentait soit l'arnaque, soit quelque chose de très étrange. Une semaine plus tard, j'étais assise dans l'étude poussiéreuse de Maître Dubois, rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Il a sorti un dossier épais, ouvert lentement et a commencé à lire. Votre grand-père, Monsieur Blanchard, était un homme prévoyant. Il avait accumulé un patrimoine considérable durant sa vie, principalement grâce à des investissements prudents et à une vie simple. À sa mort, il a laissé des instructions très précises. Mon cœur battait fort. Où est-ce qu'il voulait en venir? Il avait 3 petits-enfants. Vous, Thomas et Léa. Il vous aimait tous les 3, mais il s'inquiétait particulièrement pour vous, Camille. Il trouvait que vous étiez la plus, comment dire, indépendante d'esprit. Il craignait que votre mère, sous l'influence d'un futur compagnon, ne vous traite injustement. Niodéos, mon grand-père, avait prédit ça 10 ans avant que ça arrive. Donc, il a créé une clause spéciale dans son testament. Une partie de son héritage devait être mise de côté pour vous, Camille, mais pas n'importe comment. Cette somme ne devait vous être remise que si vous remplissiez certaines conditions. Avoir terminé vos études supérieures, avoir un emploi stable et ne pas avoir contacté votre mère pendant au moins 2 ans pour lui demander de l'aide financière. Je suis restée bouche bée. Franchement, j'avais l'impression d'être dans un film. Il voulait s'assurer que vous appreniez à vous débrouiller seule, à devenir financièrement indépendante. Avant de recevoir cet argent, il disait dans sa lettre, attendez, je cite, « Si Camille passe à travers les épreuves que je pressens, elle sera devenue une femme forte et sage. C'est seulement à ce moment-là qu'elle sera prête à gérer cet héritage. » Les larmes me montaient aux yeux. Mon grand-père, que je connaissais à peine, m'avait protégée depuis la tombe. Il avait vu ce que personne d'autre n'avait vu. Il m'avait fait confiance. Alors, combien? J'ai demandé, la voix tremblante. Maître Dubois a souri doucement. 185 000 €, mademoiselle. Investi dans un portefeuille diversifié que j'ai géré selon ses instructions. Avec les intérêts composés et la croissance du marché, la somme actuelle est de, il a consulté ses papiers, 243 000 €. Gant me suis mise à pleurer, là, devant ce notaire que je ne connaissais pas.
243 000 euros. C'était inimaginable. C'était la liberté totale. C'était la validation de tous mes efforts. Mais vous savez ce qui était encore plus fou? C'est que cette révélation, ce cadeau inespéré, n'était pas le plus important. Le plus important, c'était ce que j'avais appris pendant ces 3 années galères. J'avais appris la discipline financière. J'avais appris à investir. J'avais appris la valeur de l'indépendance. Sans ces épreuves, j'aurais probablement claqué cet argent en quelques années. Mais maintenant, j'étais prête. J'étais devenue exactement la femme que mon grand-père voulait que je sois. Cette histoire vraie prend une tournure encore plus surréaliste quelques mois plus tard. En juin 2023, mon téléphone sonne. Numéro inconnu. J'hésite à décrocher, puis je le fais. Allô? Camille? C'est maman. 3 ans. 3 ans sans un mot. Et là, elle m'appelait. Sa voix était étrange, comme brisée. Je sais que ça fait longtemps. Je sais que j'ai été injuste. Mais il faut qu'on parle. C'est urgent. Vous vous souvenez de l'investissement immobilier de FISIP? Bah voilà, c'était une arnaque. Un montage financier compliqué qui s'était effondré. Ma mère avait perdu presque toutes ses économies. Pire encore, elle avait contracté des dettes pour investir davantage. Elle devait maintenant 70 000 euros à la banque. Philippe, évidemment, avait disparu dans la nature. J'ai besoin d'aide, Camille. Je ne sais plus quoi faire. Thomas ne peut pas m'aider, il a ses propres problèmes. Léa est encore étudiante, et j'ai entendu dire que grand-père t'avait laissé de l'argent. Ah, voilà, elle savait. Probablement par Thomas, qui avait entendu par la famille élargie. Du coup, elle m'appelait, pas pour s'excuser, pas pour renouer, mais pour l'argent. Franchement, j'aurais pu lui raccrocher au nez. J'aurais pu lui dire d'aller se faire voir, et une partie de moi le voulait. Mais vous savez quoi? J'ai choisi une autre voie. Maman, je vais t'aider, mais pas comme tu le penses. Je lui ai proposé un plan. J'allais payer ses dettes, mais en échange, elle devait suivre une formation en finances personnelles. Elle devait apprendre à gérer un budget, à investir intelligemment, à ne plus jamais se laisser embobiner par un escroc. Et surtout, elle devait aller en thérapie pour comprendre pourquoi elle avait choisi un homme au détriment de ses propres enfants. Elle a accepté. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre? J'ai versé les 70 000 euros directement à sa banque, la banque postale. Pas à elle, hein. Directement pour régler la dette. Ensuite, je lui ai ouvert un compte DGIRO et je lui ai montré comment investir de façon responsable. Je lui ai fait lire L'homme le plus riche de Babylone et Réfléchissez et devenez riche. Je l'ai forcé à télécharger Bankin pour suivre ses dépenses. Les premiers mois ont été difficiles. Elle résistait, elle se plaignait. C'est trop compliqué, je n'y arriverai jamais. Mais j'ai tenu bon. Et petit à petit, elle a commencé à comprendre. Elle a ouvert un livret A, puis un PEA. Elle a commencé à épargner 150 euros par mois. Elle est allée en thérapie et a commencé à démêler les nœuds psychologiques qui l'avaient rendue si vulnérable. Aujourd'hui, en 2025, ma relation avec ma mère n'est pas parfaite. On ne sera jamais comme dans les films. Mais elle a fait des progrès. Elle s'est excusée, vraiment excusée. Et surtout, elle est devenue autonome financièrement. Elle ne dépend plus de personne. Quant à moi, j'ai pris les 243 000 euros et je les ai investis intelligemment. J'ai gardé une réserve d'urgence de 6 mois de dépenses sur mon livret A. J'ai investi le reste dans un mix d'ETF, d'actions françaises et européennes. Et j'ai même acheté un petit studio à Montreuil que je loue. Mon patrimoine net est maintenant de plus de 300 000 euros à 30 ans. Et il continue de croître. Cette narrativa m'a appris plusieurs leçons fondamentales que je veux partager avec vous. Parce que franchement, c'est ça le vrai cadeau de cette histoire. Première leçon, l'indépendance financière est la vraie liberté. Quand vous ne dépendez de personne pour survivre, personne ne peut vous contrôler. C'est la leçon de vida la plus importante que j'ai apprise. Peu importe combien vous gagnez, mettez toujours de l'argent de côté. Même 10 euros par semaine, c'est un début. Deuxième leçon, les émotions profondes ne doivent jamais dicter vos décisions financières. Ma mère a laissé son amour pour Philippe détruire ses finances.
Moi, j'ai laissé ma colère me motiver pour construire quelque chose. Mais attention, la vengeance n'est pas une bonne conseillère non plus. L'objectif, c'est la sécurité et la liberté. Pas de prouver quelque chose à quelqu'un. Éduquez-vous financièrement. Lisez des livres, regardez des vidéos, suivez des formations. En France, on ne nous apprend rien sur l'argent à l'école. C'est dingue, non? On nous apprend des équations compliquées, mais pas comment fonctionne un crédit ou un investissement. Prenez cette éducation en main, vous-même. Quatrièmement, ne sous-estimez jamais le pouvoir des intérêts composés. Mon grand-père a transformé un héritage modeste en une fortune en le laissant investir pendant 10 ans. C'est la magie du temps et de la patience. Plus vous commencez tôt, plus l'effet est puissant. Cinquièmement, choisissez vos batailles. J'aurais pu refuser d'aider ma mère, et personne ne m'aurait blâmé. Mais j'ai choisi de lui donner une chance de se racheter, à ses conditions. Parfois, la vraie victoire, c'est la réconciliation. Mais une réconciliation saine, basée sur des limites claires. Et enfin, la morale de cette histoire, les moments les plus sombres de votre vie peuvent devenir vos plus grands tremplins. Ce Noël horrible, ce rejet, cette solitude, c'était exactement ce dont j'avais besoin pour devenir qui je suis aujourd'hui. Si ma mère ne m'avait pas coupé financièrement, j'aurais probablement continué à dépendre d'elle. Je n'aurais jamais appris à investir, à épargner, à me battre. Alors voilà, c'est mon témoignage, ma giornada de vida complète. Du studio miteux de Montreuil au patrimoine de 300 000 €. De la fille rejetée à Noël à la femme financièrement libre. Et tout ça grâce à un testamento mystérieux et à une décision courageuse de prendre ma vie en main. Tu vois, aujourd'hui, quand je repense à ce Noël de 2019, je ne ressens plus de la tristesse. Je ressens de la gratitude. Parce que ce moment décisif, aussi douloureux soit-il, m'a offert quelque chose que beaucoup de gens cherchent toute leur vie. La liberté. La vraie liberté. Celle qui vient quand on sait qu'on peut survivre et prospérer, peu importe ce qui arrive. Et toi, qui es en train d'écouter cette histoire, je te pose la question. Quand vas-tu enfin prendre le contrôle de tes finances? Quand vas-tu arrêter de dépendre des autres, des circonstances, du hasard? Parce que franchement, ta vie peut changer en un claquement de doigts. Une maladie, un licenciement, une trahison, et tout s'effondre si tu n'as pas de filet de sécurité. Commence aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, ouvre un livret d'épargne. Télécharge Linkso ou Bankin pour suivre tes dépenses. Réduis une dépense inutile et mets cet argent de côté. Lis un livre sur les finances. N'importe lequel. Juste commence. Parce que ton despertar financier, il commence maintenant. Ta révélation, elle est peut-être à portée de main, comme l'était ce testamento pour moi. Mais même si tu n'as pas de grand-père prévoyant qui t'a laissé un héritage, tu as quelque chose de plus précieux. Toi-même, ta capacité à apprendre, à changer, à construire. Et si cette histoire t'a touché, ému ou inspiré, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche, parce que chaque semaine, je partage des histoires vraies comme celle-ci. Des témoignages de gens qui ont transformé leur vie grâce à des décisions courageuses et à l'éducation financière. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ta sœur, ton frère, ton ami qui galère. Parce que franchement, on est tous ensemble dans cette jornada. Moi, c'est Camille. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, changera ta vie autant que celle-ci a changé la mienne. À bientôt. Et n'oublie pas, ta liberté financière commence par une escola. Une seule, la tienne.